puisque nous sommes au Black History Month, nous devons d'abord célébrer ceux qui sont à l'origine de cette institution qui est née aux États-Unis d'Amérique. C'est probablement le pays où les Afro-descendants ont mené les dernières plus rudes batailles du XXe siècle. L'histoire de l'Afrique et de ce diaspora est méconnue. Voici ici un symbole qui est né pendant la lutte des droits civiques aux États-Unis d'Amérique. United we shall overcome. C'est la main tendue des anciens esclaves envers leurs anciens oppresseurs. Mais nous ne pouvons pas parler du Black History Month sans rendre hommage à ces dévanciers. Si je faisais le tour des universités en Afrique, en présentant la photographie de cet homme, il est fort probable que je fasse des muets dans la salle. Quand un peuple est dépouillé de son héritage spirituel, il devient acculturé. C'est en cela qu'il est nécessaire pour nous d'étudier ceux qui ont déblayé les préjugés sur le terrain scientifique. C'est l'honorable Booker T. Washington. Booker T. Washington est né d'un père négrier blanc et d'une mère esclave dans une cabane en Virginie. Il deviendra un être libre à l'âge de 8 ou 9 ans, puisqu'il estime être né entre 1856 et 1858. Même les pièces de référence qu'on appelle l'acte de naissance étaient déniées aux Afro, puisqu'ils étaient considérés comme des biens meubles. Et c'est cet homme qui a incarné l'excellence noire au début du XXe siècle en organisant une institution qui s'appelle The Tuskegee Institute of Alabama. Nous sommes au début du XXe siècle et les lois Jim Crow sont encore de vigueur et pour la plupart des Noirs, ils étaient considérés comme des biens meubles, malgré l'abolition de l'esclavage. Mais cet homme était le premier des nègres, puisqu'on le voit ici au milieu des blancs, qu'on appellera des libéraux. Booker T. Washington, s'il vivait à notre époque, les sensationnalistes le traiteraient de Bounty ou d'oncle Tom. C'est parce que les portes ont été ouvertes que nous pouvons nous permettre d'insulter nos dévanciers. Booker T. Washington a été un brillant stratège qui a préféré taire la lutte des droits civiques pour obtenir le progrès scientifique pour ses concitoyens afro-américains. Il va donc faire un deal avec ce qu'on appelait des libéraux blancs à l'époque, qui pour la plupart étaient des racistes, en leur disant ceci: donnez-moi les moyens de financer une éducation au rabais pour les miens et je tairai les revendications pour les droits civiques. Un esclave affranchi du nom de Lewis Adam n'a pas eu le temps d'agrandir son institution, qui est la Tuskegee Institute of Alabama, qu'il léguera à un jeune directeur noir, Booker T. Washington, et ça sera la première école dédiée aux Afro-Américains. Cette école, qui était censée former que des ouvriers, formera l'un des plus grands scientifiques noirs de tous les temps. J'ai nommé George Washington Carver, qui a laissé plus de 40 brevets d'invention. Mais chaque génération a ses contestataires. Si Booker T. Washington a été à l'avant-garde d'un combat pour l'émancipation des Afro-Américains et des Noirs en général, puisque c'est Booker T. Washington qui, en 1912, organisera ce qu'on appelle la première conférence internationale de la race nègre. Et c'est au cours de cette conférence que deux Africains vont s'illustrer. Un venant de l'Afrique de l'Ouest, du nom de Ephraim Joseph Kazili Hayford, qui sera à l'origine de ce qu'on appelle la WANC, et un autre Africain venant du sud de l'Afrique, du nom de John Dube, qui sera à l'origine de l'ANC, African National Congress, parti qui emmènera un certain Nelson Mandela 84 ans plus tard au pouvoir. Les luttes sont longues,
ceux qui bénéficient de fruits peuvent facilement s'en réjouir, mais c'est ceux qui les ont sémés, à qui le mérite revient. Booker T. Washington sera contesté par son cadet de 12 ans, du nom de William Edward Burghardt Du Bois, que vous voyez ici à gauche, qui sera le premier Afro-Américain à être diplômé de la prestigieuse université de Harvard. On peut le voir ici. À droite, il était majeur de sa promotion 100 ans avant Obama. Les gens disaient que s'il avait été blanc, le monde aurait été à ses pieds. Du Bois, le docteur William Edward Burghardt Du Bois, a été également diplômé de l'université Humboldt de Berlin, à une époque où un certain Adolf Hitler n'était pas encore en vie. Ce sont là des hommes qui ont contribué à faire rayonner notre peuple partout dans le monde parce qu'ils ont laissé des écrits indélébiles que les scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent contester. Mais il y a une anecdote douloureuse que je souhaite rappeler. Du Bois était né dans une famille bourgeoise noire du Massachusetts. C'était une famille de mulâtres, c'est comme ça qu'on les appelait, c'est-à-dire des gens clairs de peau, pour la plupart issus du viol. Du Bois avait un enfant, un bébé du nom de Burghardt Junior, qui tomba malade un soir. On fit appel à un médecin noir. Le médecin noir arrivé sur place, il vit un enfant aux yeux bleus, à la peau mate. La loi interdisait aux Noirs de soigner les Blancs. Ce médecin ne voulait pas prendre le risque en tant que Noir de soigner un enfant blanc. Il laissa l'enfant et repartit à son cabinet. Puis vint à son tour un médecin blanc. Et ce médecin blanc n'était pas sûr que cet enfant était blanc. Il repartit à son cabinet, ainsi l'enfant mourut. C'est ainsi que le docteur Du Bois, dans un ouvrage intitulé « The Soul of the Black Folks », traduit en français sous le titre « Les âmes du peuple noir », écrit « Vit » que le problème du XXe siècle est celle de la ligne de démarcation raciale. Nous sommes au XXIe siècle et j'ai bien envie de dire que le problème du XXIe siècle est celle de la ligne de démarcation raciale. C'est pour dire que si nos dévanciers ont mené un combat il y a plus d'un siècle, ce combat reste actuel. Mais lorsque nous parlons de l'histoire afro-américaine ou de l'histoire du Black History Month, le berceau n'en est pas les États-Unis d'Amérique. C'est la parole du chercheur que je suis qui fait autorité. Parce que ma marque de fabrique, c'est de parler avec des preuves. C'est pour cela que mon aîné, Sylvia Servin, m'a qualifié d'Ibn Battuta du XXe siècle, XXIe siècle. Je m'en sens très honoré. Pour ceux qui ne connaissent pas Ibn Battuta, Mohamed Ibn Abdallah, c'était le géographe de l'islam qui a parcouru l'Afrique, le monde, et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Voyage dans le Soudan ». Je m'en sens honoré, je dirais tout simplement que je suis le Lasconi des siècles précédents, des siècles prochains, et je voudrais donc vous emmener dans le berceau des droits civiques. Voici les premiers hommes qui se sont battus pour que nous ayons une histoire officielle. L'histoire officielle de l'Afrique ne commence pas en Afrique, elle commence dans ses diasporas. Est-ce que vous pouvez parler un peu moins vite parce que sinon on arrive... Très bien, I'm sorry. I can speak in English if you want. I will continue in French for the benefits of the audience. Ouais. Ok, I'm really sorry. Je suis passionné, je suis comme un TGV, je n'aime pas être coupé. Mais je veux m'adapter. Nous avons ici une photographie qui nous montre les premiers pionniers, ceux qui ont mené la lutte pour qu'il y ait un jour un Black History Month. C'est un effort conjugué. Et nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Mais de ce groupe que je viens de vous montrer, il ne restait que 5 personnes. Je repars sur la précédente photographie. Pour ne pas aller trop vite, je m'excuse. Il ne resta que 5 personnes et nous sommes dans une ville d'Ontario, une petite ville qui est plus connue pour ses eaux, c'est-à-dire les chutes de Niagara, que pour son histoire. C'est la ville de Niagara Falls.
Niagara Falls, vous voyez ici, il y a des Noirs, des Métis, puisqu'à l'époque, on faisait la distinction entre Noirs et mulâtres. Et de ce groupe, il y aura une délégation de 5 personnes. Ici, il y en a 4, le 5e, c'est le photographe. Parce qu'à l'époque, il était interdit aux Noirs de parler de leur liberté, de leur émancipation, malgré le 13e amendement qui stipulait que les Noirs étaient libres et devenaient citoyens des États-Unis d'Amérique. La terre promise des Afro-Américains, c'était le Canada. C'est donc au Canada qu'un certain William Edward Burgard Du Bois, que vous voyez ici, et ses compagnons ont décidé de signer une pétition. C'est ce qu'on appelle les pétitionnaires de Niagara Falls. 3 ans plus tard, soit en 1908, c'est aux États-Unis d'Amérique, mais voici donc dans la ville de Niagara. C'est donc à cet endroit précis que les pétitionnaires s'étaient rassemblés, et c'est au bord de ces chutes que fut signée la pétition. De l'autre côté, ici, vous avez la ville de Buffalo aux États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, vous êtes au Canada, qui était la terre promise des Afro-Américains. C'est ainsi que naquit en 1908 ce qu'on appelle la NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People, l'association nationale pour l'avancement des peuples de couleur, ainsi commença la lutte officielle des droits civiques aux États-Unis d'Amérique. Les Africains disent « trop parler peut conduire au mensonge ». C'était un apéritif et préparez-vous les jours prochains pour recevoir le plat de résistance. Je vous remercie.